la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, peu de mort. Rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Bonjour Philippe Fanguero. Bonsoir messieurs, comment ça va? C'est quoi le concept de ce Pro D2 cette année avec ces mi-temps de 1h15? 7 Pro D2 déjà, et puis bah oui, il se passe des choses dans ce championnat, Philippe Fanguero, tu sais, c'est le meilleur championnat du monde. Exactement, le meilleur championnat du monde. Le rugby international à la relance avec un calendrier chamboulé, moins de matchs amicaux, plus de compétitions, plus d'événements. Le rugby international voit son calendrier être profondément remodelé pour les prochaines saisons. Mais qu'est-ce qui motive ce tel chamboulement, Philippe Fanguero? L'argent. Merci. Et bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine sur ce. Non, mais bien sûr, on va développer, mais en effet, il faut pas se voiler la face. Je le répète assez souvent. Il y a eu plusieurs étapes ces dernières années. Il y a eu d'abord la nécessité d'harmoniser un peu les calendriers pour avoir la possibilité de créer plus régulièrement en marge des Coupes du Monde des rencontres nord-sud, que ce soit des rencontres de clubs ou des rencontres d'équipes nationales qui permettent de rajouter de la valeur à ces fenêtres internationales. Et donc ça, on a commencé à trouver des solutions avec les annonces successives, avec la Coupe du Monde des clubs, avec la Ligue des Nations. Et clairement, il y a une équation qui est difficile à résoudre aujourd'hui pour le rugby mondial. C'est à la fois de préserver la santé des joueurs avec un nombre de matchs limité et à la fois développer notre économie qui ne passe que par des matchs. Et oui, et justement, les test matchs disparaissent progressivement. Pourquoi? Parce que les revenus étaient vraiment si faibles, Philippe? Non, ils sont pas faibles. Ils sont pas faibles. Aujourd'hui, c'est très difficile ce qu'on vit dans le monde du rugby parce que, alors, il y a deux économies un peu différentes et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de cette communication qui vient d'être faite par les fédérations sud-africaines et néo-zélandaises avec cet événement à venir. C'est un peu différent dans le nord et dans le sud. Mais grosso modo, au niveau international, vous avez des économies qui sont solides. C'est-à-dire que vous avez des stades pleins, avec beaucoup de monde dans les stades, de grands stades, vous avez un prix moyen par billet qui est élevé, vous avez des hospitalités aussi qui se vendent cher et qui sont prises d'assaut la plupart du temps. Donc finalement, il y a peu de leviers. Il y a des leviers peut-être sur les droits télé, il y a quelques leviers sur le développement de ressources sur la billetterie, mais on n'a pas une grande latitude à ce niveau-là. Et donc, il faut juste essayer peut-être de changer de format. Justement, ce changement de format, on l'a vu, changement quand même assez brutal dans l'hémisphère sud, notamment avec une tournée événement qui se prépare pour l'été prochain, l'été 2026, avec les All Blacks qui vont participer à 8 rencontres en Afrique du Sud, provoquant l'annulation du Rugby Championship. Là aussi, grand chamboulement. On met de côté l'Argentine et l'Australie pour créer un événement avec notamment une communication qui est interrogative, en tout cas qui me fait me poser la question. Les deux fédérations mettent en valeur la plus grande rivalité de tous les temps. Alors la rivalité, en mémoire comme ça, c'est pas forcément les matchs Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande qui restent en tête des amateurs de rugby. Mais par contre, si vous regardez le palmarès et la suprématie sur le rugby mondial depuis que la Coupe du Monde existe, ils ont pas tort. Donc bien sûr que c'est extrêmement marketing comme annonce, mais dans les faits, c'est quand même les deux plus grands pays de rugby au monde, au moins depuis 40 ans. Et ça, il faut quand même ne pas avoir peur de le dire parce que c'est la réalité. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en effet, on met de côté les Argentins et les Australiens, mais c'est intéressant aussi que les gens comprennent que la SANZAR, ce qu'on appelle la SANZAR, c'est une société commerciale qui est détenue à parts égales par les fédérations qui participent au Rugby Championship et au Super Rugby. Et donc, de toute façon, forcément, j'ai pas les détails du deal, mais les Australiens et les Argentins seront dédommagés et ne seront pas pénalisés par le fait de pas jouer cette compétition. Financièrement, ils s'y retrouveront, c'est une certitude. La SANZAR va être obligée de leur amener une solution, puisque quand les fédérations préparent leur budget sur une saison à venir,
vous savez que les fédérations du Nord, elles savent combien elles vont recevoir du tournoi Destination tous les ans, avec une petite part variable sur le succès du classement, mais c'est quand même l'impact est très faible sur le budget total. Et il se passe la même chose dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire que les fédérations préparent leur budget en ayant connaissance des revenus qu'elles vont toucher de la Sansar par rapport à cette compétition. Et en plus, je trouve qu'il y a un mouvement assez stratégique autour de cette tournée des Néo-Zélandais en Afrique du Sud. Elle pose beaucoup de questions. Elle pose beaucoup de questions, cette annonce. Parce que l'Afrique du Sud se rapprochait de l'Europe par les franchises qui rejoignent les Coupes d'Europe, par l'URC. Et on a l'impression que la Nouvelle-Zélande vient tirer un petit peu le maillot des Sud-Africains en disant « Reste avec nous. Tous les deux, on va être des moteurs, mais du Sud. » En fait, il faut faire attention, il faut regarder avec attention ce qui se passe dans les jeux d'équilibre du rugby mondial. On avait vu clairement l'Afrique du Sud s'extraire du modèle du Sud et de cette suprématie des All Blacks qui décidaient un peu tout quand même dans l'organisation de la Sansar. Et donc ils se sont rapprochés du Nord avec succès plutôt, parce que sportivement on peut en débattre, mais économiquement ils ont trouvé des réponses en rejoignant l'URC, le rugby sud-africain. Ça c'est quand même aujourd'hui une certitude. Et donc finalement ils étaient plutôt bien à se rapprocher de ce bloc plutôt européen. Et les Néo-Zélandais dans le même temps avaient des relations fortes avec le Japon. Et ça paraissait assez cohérent parce que le Japon s'est éveillé au rugby quand même depuis longtemps aujourd'hui. C'est une grosse économie. Et donc, il y avait beaucoup d'ambition sur ce bloc du Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et le Japon. Et on n'entend plus trop parler de ça. Et clairement, aujourd'hui, il y a une volonté des Blacks de se rapprocher des Sud-Africains, puisque peut-être que les Blacks, pour la première fois, ont compris que seuls, ils resteraient pas aussi forts qu'avant. C'est très intéressant, et ce qui crée d'ailleurs des impacts, notamment sur les deux hémisphères, cette fois-ci avec l'arrivée de la Coupe des Nations en 2026 et 2028. Quel sera le format et quel impact aura sur cette Coupe des Nations sur le calendrier international, Félix Fanguero? Cette Coupe des Nations, l'impact qu'elle aura finalement, il est minime puisqu'il y avait eu beaucoup de débats autour de ça. Donc, on va venir se caler sur les fenêtres de novembre. Il y aura peut-être une semaine de débordement. J'ai plus en tête le format, mais je crois qu'il y a une semaine de supplémentaire par rapport au format actuel pour certaines équipes, parce que les équipes du Sud, elles venaient de toute façon plus longtemps en Europe. Elles jouaient plus de matchs que les pays du Nord. Donc, elle a peu d'impact cette nouvelle compétition. En tous les cas, il y a beaucoup d'attentes. Ça rejoint aussi l'intérêt grandissant des diffuseurs. On y reviendra, je crois, tout à l'heure. Mais en tous les cas, l'enjeu clair de ces nouvelles compétitions, je le disais, il y a peu de latitude sur les revenus jour de match en termes de billetterie, d'hospitalité, etc. Aujourd'hui, le rugby a besoin de s'ouvrir beaucoup plus sur le monde et doit aller capter beaucoup plus de revenus en droit télé. Et cette compétition, c'est peut-être aussi l'occasion de taper beaucoup plus largement à l'échelle du monde, sans venir concurrencer non plus les Coupes du Monde. Donc, c'est un jeu d'équilibriste là que joue World Rugby et que jouent les grandes fédérations, parce que il faut créer en dehors de ces fenêtres Coupe du Monde tous les 4 ans, des événements à très fort impact et à fort enjeu de revenus, mais à la fois sans cannibaliser les Coupes du Monde. Exactement, mais c'est exactement ça. Et donc pour éclaircir un petit peu sur le format de cette Coupe des Nations, vous aurez plusieurs catégories. Donc il y aura la première division avec les meilleures nations mondiales. Première division, parce que c'est clairement elle qui va avoir un enjeu économique pour donc pour dedans il y a les équipes du tournoi Destination, il y a ceux du Rugby Championship, donc ça fait 10 équipes et t'en rajoutes deux qui sont les Fidji et le Japon. C'est ça. Et donc pour être assez simple sur le format, c'est ça. Par exemple, en juillet prochain, la France se rendra dans l'hémisphère sud pour affronter 3 nations du Sud. Elle viendra d'ailleurs avec 2 équipes européennes. Et puis à l'automne suivant, la France accueillera en Europe les 3 nations du Sud qu'elle n'a pas encore affrontées. Et à la fin de cette phase, chaque équipe européenne aura rencontré les 6 nations du Sud et vice versa. Et donc il y aura un classement établi avec une finale. Voilà. Mais en gros, on supprime quand même l'idée du test match. On supprime, en tout cas sur ces années-là, 2026, 2028,
on catégorise aussi peut-être un peu plus le rugby, même si c'était déjà le cas en tiers. En tout cas en division, là pour le coup, on a 12 nations d'un côté, 12 nations de l'autre, de 12 à 24. Mais ça veut aussi dire, Philippe Spanghero, que les meilleurs vont s'affronter plus régulièrement, avec plus d'événements et aussi de meilleures recettes. C'est ça l'idée, au détriment peut-être de la mixité des rencontres. Non, mais de toute façon, c'est ça l'idée. Et à la fois, World Rugby, la volonté de World Rugby n'est pas une société privée au sens propre du terme. Elle n'a pas vocation à dégager du bénéfice. Elle a vocation à remonter des revenus pour le redistribuer pour le développement du rugby dans le monde. Donc moi, je suis toujours assez à l'aise à parler d'économie à ce sujet-là, puisque ça reste un circuit fermé. Moi, j'ai envie que le rugby se monétise plus, puisque tout ce qui va remonter doit servir au développement du rugby. Donc si on le voit par ce prisme-là, il faut quand même se réjouir de ces initiatives. De toute façon, le constat, il est assez simple et je le répète à chaque fois. La source quasi unique de revenus de World Rugby, c'est les Coupes du Monde. Alors, ça génère 300 millions, c'est dur d'avoir les chiffres précis, mais des infos que j'en ai, c'est à peu près 300 millions de bénéfices par édition. Si vous le ramenez par an, ça fait 75 millions d'euros par an. Si vous dites que World Rugby a pas beaucoup d'autres revenus que cette source de revenus-là, à l'échelle de ce qu'on veut être un sport collectif majeur dans le monde, qu'est-ce que c'est 75 millions par an pour le développer ? Donc, vous voyez bien qu'on a quand même une problématique. Après qu'il y ait des acteurs qui gagnent de l'argent aussi sur les compétitions, etc., c'est une chose. Mais la finalité, c'est que l'organe supérieur, quand même, s'y retrouve en étant propriétaire d'autres événements que la seule Coupe du Monde de rugby. Donc au total, beaucoup de changements vont impacter le calendrier international, plus de compétitions, plus d'argent, et donc un calendrier qui est chamboulé. D'ailleurs, ce calendrier qui est chamboulé avec la Coupe des Nations, la Coupe du Monde des clubs, avec cette tournée néo-zélandaise, qui a aussi un petit peu tendance à faire penser à celle des Lions, sur pas mal de matchs comme ça dans un même pays. Mais pardon, on a l'impression que on revient oui. vers ça, Alex. On revient vers ça puisqu'aujourd'hui on se rend compte que en dehors des schémas qu'on avait construits depuis une quarantaine d'années, le seul modèle un peu hybride qui a gardé un peu sa philosophie historique et qui crache beaucoup d'argent, c'est les Lions. Et oui. Et j'ai la sensation, du coup, mais corrige-moi si je me trompe, Philippe, qu'on a un changement de calendrier le plus important depuis la création du Rugby Championship en 96. J'allais même dire depuis la création du rugby, hein. Parce que, enfin, je veux dire, on crée une Coupe du Monde des clubs officielle. Il y a eu quelques tentatives avortées, notamment avec Toulouse dans les années 80, avec le Challenge Matra, etc., mais qui avaient pas d'impact. On crée une Coupe du Monde des clubs et on crée une compétition à cheval avec les Coupes du Monde qui réunit tous les 2 ans les 12 meilleures nations du monde dans ce qui se veut être une espèce de phase finale de Coupe du Monde. Si on est honnête par rapport au ranking de ces équipes-là, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Donc c'est quand même un calendrier qui va être chamboulé et une nouvelle grande page du rugby mondial qui va être tournée avec peut-être plus d'argent, plus de compétition et peut-être plus d'attractivité. En tout cas, TF1 a d'ailleurs acquis les droits de la Coupe des Nations, ce qui est un indicateur, Philippe. Un indicateur fort, TF1 a annoncé qu'aujourd'hui, les audiences du rugby français, elles étaient au moins équivalentes, voire régulièrement meilleures que le foot français. Donc ça place quand même le rugby à des niveaux très élevés. Et juste pour finir, ce qui est intéressant dans tout ça, au-delà de l'argent, c'est vraiment de regarder le jeu politique qui est en train de se jouer. Les Sud-Africains pèsent lourd au niveau mondial. Ils avaient été happés par le rugby du Nord. Rester les Néo-Zélandais peut-être un peu plus esselés, même s'ils pèsent lourd. Là, il faut voir comment les choses vont évoluer dans le temps, parce que c'est vrai que la vision du rugby du Nord était devenue prédominante auprès de World Rugby, et il va peut-être y avoir aussi un petit chamboulement là-dessus si les Sud-Africains et les Néo-Zélandais trouvent vraiment une source de revenus très importante avec ce nouveau modèle. Merci beaucoup Philippe. On te retrouve demain dans le Médoc au château du Cru Beaucaillou. Là, tu nous feras vivre. Si vous me suivez, c'est le guide du routard là. Ah oui, parce que là, t'es hors c'est ça. À Bordeaux. Non, là, je suis dans le sud, je suis dans une caserne de gendarmerie. Ah, d'accord, ok. Je pensais que, voilà. Pardon, j'ai confondu le GIGN. Non, c'est dans le sud, là.
Eh oui. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. Donc je fais mon petit tour de France avec mon petit bandana. Attends. Mais c'est énorme. Voilà. Il y a le GIGN qui débarque sur Sud Radio. Si vous avez la vidéo, on vous conseille sur sudradio.fr et sur l'application Sud Radio. Voilà. Le GIGN en direct sur Sud Radio. Merci Philippe. Et belle soirée. On pourrait croire que c'est une prise d'otage. Hein. Ouais, c'est vrai que. Non, mais j'ai un peu flippé parce que. Cligne des yeux 3 fois si t'as un problème, Philippe. J'avais peur de pas être au courant du programme là. Voilà. Il va se faire bisuter. Ouais, bon courage. Hein. Si tu n'hésite pas à nous appeler s'il y a un souci. T'inquiète pas, on Du reviendra gros pas. caillou demain dans le Salut, Médoc. les amis. Salut Philippe. Salut. Alors on revient sur les terrains de Pro D2 avec